Nous conditionnons les masses à détester la campagne, mais simultanément nous les conditionnons à raffoler de tous les sports en plein air. En même temps, nous faisons le nécessaire pour que tous les sports de plein air entraînent l'emploi d'appareils compliqués. De sorte qu'on consomme des articles manufacturés, aussi bien que du transport. D'où ces secousses électriques. Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, 1931. Parallèlement au développement du postmodernisme, certains architectes se tournent vers la technologie contemporaine comme source d'image, de forme et de structure. Ce courant, désigné sous le nom de high-tech, haute technologie, se réfère explicitement à l'esthétique industrielle dont la tradition remonte aux travaux des ingénieurs et constructeurs du 19e siècle. Et le courant high-tech est brillamment illustré par deux architectes britanniques, Richard Rogers et Norman Foster. Après sa collaboration avec Piano, Rogers réalise en 1986, au cœur de la City de Londres, le nouveau siège de l'entreprise d'assurance Lloyds. Norman Foster s'est plutôt spécialisé dans l'architecture industrielle. On lui doit l'entrepôt Renault à Sweden, 1983, et, surtout, le siège de la Banque de Hong Kong et de Shanghai, achevé à Hong Kong en 1986. Foster a tenté une synthèse des grands modèles de l'architecture d'ingénieurs du 19e siècle, tout en s'inspirant de références technicistes tout à fait actuelles, les capsules spatiales, les plateformes pétrolières, etc. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Manuel de la robotique. 58e édition, 2058 après Jésus-Christ. Le cyberpunk constitue fréquemment une vision plutôt pessimiste de notre avenir. Ainsi y sont décrits des problèmes tels que la pollution, l'essor de la criminalité, la surpopulation, le décalage de plus en plus grand entre minorités de riches et majorité de pauvres. Le cyberpunk dresse un portrait sinistre et noir du monde qui serait alors entièrement dominé par des programmes informatiques et où les multinationales ont, pour la plupart, remplacé toute forme de gouvernement. L'état économique et technologique du Japon dans les années 1980 a largement inspiré et contribué à cette littérature. Les paysages artificiels, sururbanisés ainsi que les néons et autres enseignes lumineuses caractérisent le visuel cyberpunk. Ce que devrait nous apporter la science dans les décennies à venir se retrouve dans la littérature cyberpunk. Tous les domaines technologiques sont abordés, même si les technologies relatives à l'informatique et à l'électronique sont le plus souvent mises en avant. Le concept de techno-accélération y est important, la technologie avance plus vite que la pensée, et la société, l'humain semble être dépassé par la machine. Mégapole de millions de personnes. Les œuvres cyberpunk popularisent l'idée de la fusion de l'humain et du spirituel avec la machine, donnant ainsi naissance à des êtres hybrides, constitués de chair et de métal. La notion de membre artificiel, c'est-à-dire de prothèse intelligente, plus résistante et plus sensible que des membres naturels, a été introduite avec le cyberpunk. De manière générale, nombre de personnages de romans cyberpunk possèdent un corps dont les facultés ont été augmentées artificiellement, que ce soit par des nanomachines ou des drogues.
On peut supposer qu'une telle fascination pour les machines vient de la découverte par le grand public, à la fin des années 1970, de la puissance de calcul des ordinateurs émergents et des possibilités que l'informatique promet alors. Car si les auteurs de SF avaient réfléchi au rôle de la machine, à sa compétition avec l'homme, peu d'entre eux avaient entrevu les perspectives à la fois fascinantes et effrayantes ouvertes par les réseaux et les mondes virtuels. Terminez donc les space-opéras flamboyants, les extraterrestres mal intentionnés et les mises en garde écologistes contre les méfaits de la technologie. Chez les cyberpunks, l'avenir est déjà là. Il a la forme d'une cité grise et rouillée en plein naufrage où la haute technologie et les mondes virtuels côtoient une démocratie vacillante. L'enjeu réside non dans l'exploration spatiale ni dans des luttes d'intérêts dépassant les millénaires, mais dans la vie réelle d'êtres humains embarqués, malgré eux, dans un monde hyper-technologique. Dans cet enfer bien réel, il faut maîtriser la technologie pour lui survivre. Contre la science-fiction de papa, celle de l'âge d'or, souvent trop naïve, les cyberpunks recherchent un style plus travaillé. Ils empruntent au roman noir, n'hésitent pas à aller vers la poésie, et explorent de nouveaux thèmes pour la SF autour des technologies modernes, intelligence artificielle, nanotechnologie, réseau. Un duvet, tu sais ce que c'est? Un quoi trembouret? C'est une couverture, tout simplement, ouais. Et pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis? Parce que c'est essentiel à notre survie, dans cette existence précaire que nous menons? Non. Alors on est quoi? On est que des